Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci à tout le monde qui continue à s'abonner sur notre chaîne YouTube, sur tous les réseaux sociaux et évidemment sur les plateformes audio. On vous apprécie énormément. Continuez à le faire, ça nous aide. Salim, comment ça va? Écoute, ça va bien. George, tu as partagé avec moi dans les derniers jours le fait qu'on... le classement des podcasts au Canada. On est quand même bien placé au niveau canadien. Mais en plus, si on vient voir au niveau francophone, donc essentiellement québécois, on est quoi, 5e, 6e? Il n'y a pas beaucoup, effectivement, au Canada. Puis j'ai envoyé ça à Salim. Ça, c'est du backstage, comme on dit. Juste pour dire, regarde, ça fait juste un épisode qu'on a après l'été. Puis déjà, on est dans les charts. Donc, ça va bien. Et on a juste vous qui nous écoutez, qui nous regardez à remercier. Donc, c'est ça. Merci. Puis aujourd'hui, ce n'est que notre 3e épisode de la 4e saison. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, ça veut dire que d'ici quelques épisodes, on va se positionner encore mieux que ça. On va continuer à regarder ça. Salim, on a un invité aujourd'hui, puis ça tombe bien parce que le dernier épisode, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on a eu Doreen Assad, c'est la mairesse de Brossard, et comme vous l'aurez compris, il y a des élections municipales qui arrivent. On l'a mentionné déjà au dernier épisode, on a des appels qui commencent à rentrer, des équipes, des bureaux du maire, toute une gang de gens qui commencent à nous contacter, puis on aime ça. On travaille avec les horaires pour accommoder tout le monde. On espère pouvoir amener les gens. On comprend les élections qui arrivent très rapidement et les gens veulent la visibilité. On va leur accorder cette visibilité-là parce que pour nous aussi, c'est intéressant. Et ça tombe bien parce que c'est une belle ouverture dans l'élection municipale qui arrive. Oui, c'est ça. Alors, ça tombe bien parce que d'habitude, George, on reçoit des politiciens. Il nous arrive aussi de recevoir des analystes politiques, des gens des médias, des universitaires, c'est arrivé. On a eu le Conseil des relations internationales. Non, pas le Conseil, excuse-moi. Non, le Forum des Amériques, pardon. Mais cette fois-ci, on reçoit le directeur général de Vivre en Ville, qui est un organisme qui œuvre dans le milieu municipal. On va avoir plus de détails dans quelques instants. Et c'est très important d'avoir ce genre d'invité avec nous pour discuter d'enjeux municipaux, de défis municipaux, mais aussi des opportunités et du potentiel de développement humain et autres dans les municipalités. Donc, on est très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui Monsieur Christian Savard. Bonjour. Bonjour. Merci d'abord de l'invitation, puis félicitations pour vos bons résultats. C'est quand même assez impressionnant. Donc, c'est un honneur pour moi d'être là. Puis, je mesure bien la faveur que vous me faites. Merci beaucoup. Ben, merci. Puis, on assure les gens qu'on fait très peu d'efforts. Donc, il y a peu de marketing, peu d'affaires. On se connaît pas trop. Nous, on fait ça parce qu'on aime ça. Puis, ça nous plaît vraiment de voir que les gens l'apprécient. On peut se tutoyer? Oui, Christian, parfait. Premièrement, on va commencer parce que je vous avoue que moi, j'avais jamais entendu parler de vivre en ville. On a reçu un courriel il y a quelques semaines d'un ancien collègue et moi, j'étais sur une plage en Grèce puis je dis, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, j'ai pas le temps pour ça. Il a flippé ça à Salim. Puis j'ai transféré ça à Salim. Moi, je les connaissais. Qui lui aussi était sur le bord de sa piscine peut-être puis il a dû nous rappeler puis on a dit, OK, on se met là-dessus, là. OK? Puis on est content. Mais honnêtement, pour les gens, comme Salim a dit, qui ne connaissent pas Vivre en ville, comme moi d'ailleurs, vous êtes qui? Vous faites quoi? Pourquoi vous le faites? Donnez-nous un petit résumé, la raison d'être de l'organisme, pourquoi vous existez. Un tour d'horizon. Un tour d'horizon. On aime bien se qualifier d'organisation d'intérêt
public. On ne défend pas des intérêts particuliers. On tente de défendre le bien commun. On le fait depuis maintenant près de 30 ans. On a quand même 55 employés au bureau Québec, Montréal, petit bureau à Gatineau également. Vraiment, on tente d'influencer de toutes sortes de manières. Des fois, c'est à travers des relations publiques classiques, mais beaucoup à travers un travail de terrain avec les villes. Donc, c'est vraiment, notre mission, c'est faire en sorte que nos villes, nos villages, parce qu'on a beau s'appeler Vivre en ville, on travaille dans bien des villages. Hein. On s'entend, c'est souvent dans les plus petits milieux qui ont besoin d'appui. Montréal, Québec, ils sont assez bien staffés. On ne travaille pas tant que ça avec ces villes-là. C'est plus les villes moyennes, les petites villes. On travaille à transformer les milieux de vie, transformer les territoires pour assurer la qualité de vie, mais également relever les défis environnementaux. Tout ça dans vraiment une perspective de développement durable. On est né un peu de la fesse gauche du développement durable. Sommet de Rio de 1992. Ouais. Donc, Équiterre, par exemple, on est à peu près à la même date de naissance. C'est des étudiants dans le milieu des années 90. Le milieu des années 90, il n'y avait pas de job. Ils ont créé leur organisation et maintenant, moi, je dirige cette organisation-là depuis près de 20 ans. Et vraiment, je trouve, quand je commençais, on était 3 là. Donc, le fait qu'on soit rendu aussi une équipe quand même... 55, c'est pas rien. Là. Quand même, oui. Démontre le besoin qu'il y a sur le terrain des villes qui tentent de changer beaucoup de défis dans les villes, villages du Québec. Gérer une ville, c'est plus gérer le compte de taxes puis juste les déchets. Maintenant, ils se sont fait donner plein de responsabilités par le gouvernement. Les citoyens ont davantage d'attentes. Et donc, vraiment, c'est vraiment un défi herculéen, moi, je trouve, là, parce qu'ils n'ont pas toujours les moyens. Fait que nous, on vient s'insérer, surtout sur les enjeux qui touchent le territoire. Donc, on peut penser aménagement, urbanisme, mobilité, protection milieu naturel, milieu agricole, et habitation, beaucoup. On en fait beaucoup dernièrement parce que c'est l'enjeu de l'heure. Alors c'est intéressant. Donc, vous êtes un OBNL. Oui. Et donc, vous œuvrez à peu près dans tous ces domaines-là. Oui. Est-ce que vous avez des champs d'expertise dans ces domaines-là, des professionnels là-dedans, ou est-ce que c'est en partenariat avec d'autres parties prenantes? Essentiellement, on fait beaucoup de choses à l'interne. C'est des équipes de professionnels, universitaires, maîtrise, doctorat. On a un côté geek là, des politiques publiques. OK, good. On aime ça. Là. Bon, nous aussi, ça tombe bien. On va s'entendre. On est vraiment et on tente toujours de repousser les choses pour toujours mieux faire. Sinon, on ne servirait à rien. Sinon, on serait une firme indépendante, on ferait des contrats, puis c'est correct. On pousse toujours. Donc, oui, une équipe essentiellement composée de professionnels dans tous les domaines. On a une équipe en habitation, on a une équipe en transport, on a une équipe aménagement urbaniste, équipe en système alimentaire. Donc, vraiment, là, on est un peu à la jonction, effectivement, d'une firme puis d'un organisme plus activiste. Donc, on est un peu en milieu de ça, avec un petit côté même universitaire parfois. Donc, aux États-Unis, on nous appellerait un think tank fort probablement. C'était ça ma question que j'allais justement vous poser. Est-ce qu'on distingue un think tank et un lobby group? Est-ce que vous êtes comment les deux genres? Est-ce que vous créez ces relations gouvernementales? J'imagine que vous devez avoir des rencontres. Vous devez évidemment pousser un agenda que vous avez surtout dans le domaine de l'habitation et du logement. Donc, il y a un aspect qui tombe dans les deux catégories. Oui, puis on a, tout à fait, c'est faire des relations gouvernementales, mais sur les 55, là, on est 2-3 en enfer, dont moi. C'est pas, il y a personne qui me paye pour aller faire des relations gouvernementales, mais on en fait beaucoup. On a eu souvent une influence quand même assez forte, parfois discrète, mais il y a, à titre d'exemple, la politique de mobilité durable adoptée en 2018 par l'ancien gouvernement. On a été très impliqués. On avait un peu dit, on va appuyer le REM, mais nous, on veut une politique de mobilité durable pour pas qu'il y ait juste du transport en commun juste sur le REM, donc il faut penser ailleurs. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on a fait, qu'on a un peu, pas mal influencé, je dirais. Ben, vous allez être fiers de notre précédente invitée, Doreen Assad, la mairesse de Brossard, mais aussi de Catherine Fournier, de Longueuil, parce que pas loin d'ici,
boulevard Taschereau. Il y a, alors on dit souvent que c'est une espèce de cicatrice sur la rive sud qui s'urbanise de plus en plus, là quand même, là il faut le dire. Il y a un peu, il y a un peu d'étalement urbain, donc forcément il y a une nécessité de trouver une façon d'être peut-être un peu plus efficace. Et on parle potentiellement d'un projet de SRB, de service rapide par autobus. Donc c'est ça. Mais justement, moi, je ne vais pas vous emmener sur le terrain politique, même si on s'appelle politiquement parlant. Mais en même temps, bon, ben, on peut. C'est quand même un peu politique. Hein? C'est un peu politique. Donc, si vous m'entendez dire des noms de politiciens, c'est pas parce que nous les soutenons ou parce que vous les soutenez, ou pas que, encore moins vous, bien sûr, mais c'est simplement parce que on vit dans un contexte où il y en a certains qui prennent le leadership de certains dossiers. Donc, vous agissez beaucoup, bien sûr, dans des, disons, des domaines de compétences municipales. Votre nom, d'ailleurs, le dit, hein, Vivre en ville. Selon vous, c'est quoi le sujet le plus urgent? Je sais que les autres, ils sont tous importants. Tous très importants. Mais il y a, je pense, une nuance à faire entre important et urgent. Et là, il y a des élections municipales qui s'en viennent. Et selon vous, si on généralise entre toutes les villes, on fait une généralité là, au niveau du Québec, qu'est-ce qui devrait être le sujet, quasiment sujet de l'urne pendant ces élections municipales? Pour moi, puis on a lancé au printemps une genre de plateforme municipale à Vivre en ville. Ça s'appelle les 12 travaux de nos collectivités. C'est les suggestions qu'on fait aux candidats qu'on espère qu'ils vont mettre dans leur plateforme. Dans notre travail d'influence, on fait ça. Durant l'été, j'ai donc fait une tournée médiatique. J'ai fait une tournée aussi de candidates qui ont bien voulu me parler, qui voulaient avoir de l'inspiration. Et ça, c'est un peu comme, tu sais, ces 12 travaux, c'est un peu comme tes enfants. Tu dis que tu les aimes tous égales, là, mais la vérité, c'est qu'il y en a un, des fois, que tu aimes un peu plus. C'est clair que l'enjeu de l'habitation remonte au-dessus de la pile. Et ce qui est particulier, c'est qu'avant, quand on parlait, il y a une crise du logement, on parlait de Montréal et Québec. Hein? Ça ne concernait pas les gens en Gaspésie, ça ne concernait pas les gens en Outaouais tant que ça. Ça concernait pas. C'était vraiment une crise essentiellement urbaine. Ce n'est plus vrai. La crise de l'habitation, particulièrement depuis la pandémie, touche tout le Québec. Et tout le monde me parle de ça. Donc, vraiment, là, l'habitation, le fait que les gens ne trouvent plus de loyer, des fois, c'est même pas le prix. Hein? Des fois, c'est qu'il n'y a même pas de disponibilité. Le taux d'inoccupation est dans bien des endroits en bas de 1, en bas de 2. Là. Ça, c'est la pénurie sévère. Et ça cause énormément de détresse. Et l'itinérance, qui est une des conséquences de la crise de l'habitation, est rendue généralisée. Oui. Oui, c'est vrai. Granby, avant, on ne parlait pas d'itinérance à Granby. T'en avais un ou deux, c'était un peu l'anecdote. Maintenant, il y a des enjeux, il y a des tentes. Je veux dire, c'est pas juste à Montréal et à Québec, c'est partout. Mais écoutez, il y a une douzaine d'années, lorsque, en tout cas, je parle de mon cas personnel, j'ai déménagé de l'île de Montréal, que j'aime beaucoup, sur la rive sud, à Brossard. Oui. À Brossard, il y a des enjeux d'itinérance qu'on ne connaissait pas. Pas. C'était, en fait, quand on disait Montréal, c'était même pas grande région de Montréal, c'était vraiment l'île de Montréal et souvent même le centre-ville de Montréal. Tout à fait. Mais alors que là, on parle que c'est pas nécessairement des masses critiques, mais ça commence comme ça aussi. Tout à fait. À Chambly, à Longueuil, à Saint-Jérôme, à Terrebonne. Oui. C'est quand même fou. On n'aurait jamais pensé ça. Mais et ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Oui, parce que ça. L'itinérance, c'est l'itinérance de rue. Mais le mal logement, ça veut dire des gens qui restent chez leurs parents trop longtemps parce qu'ils n'ont pas d'option. Ouais. C'est des parents qui peuvent pas quitter la maison familiale, même s'ils la trouvent trop lourde, trop dure à entretenir, parce qu'ils ne trouvent pas des choses moins chères. Fait que garder la maison, ce que l'hypothèque est déjà payée. Et tout ça, toute cette série-là de personnes, on n'a jamais moins déménagé. Hein. C'est pas parce que les gens ne veulent pas déménager, c'est parce qu'on n'est plus capable de trouver le logement. Et ça crée de la détresse, ça crée de l'anxiété. Et
l'itinérance, c'est la partie immergée de l'iceberg qui nous arrache tous le cœur. Hein? Quand on voit ça, c'est comme ça n'a pas de sens. Et donc, vraiment, il faut s'attaquer à la crise de l'habitation. Et les gens l'ont dit. Léger, la firme de sondage, a fait son baromètre municipal. L'enjeu numéro 1, c'est pas le coût de la vie, c'est carrément l'habitation et de loin. Parce que tout le monde a un frère, un parent, un enfant qui vit des problèmes majeurs dans sa vie parce qu'il ne trouve pas de logement à un prix raisonnable. Et ça, vraiment, les futures mairesses ont vraiment certaines clés pour y arriver et ça doit devenir en haut de leur pile. Ça doit devenir en haut de la pile du gouvernement du Québec. Si on se projette dans un an, là, moi, je pense également les candidats à l'élection québécoise doivent commencer à se positionner en matière d'habitation. La question qui tue évidemment maintenant, c'est on règle ça comment? Ouais. On commence où? Ouais. Et le problème, c'est que, comme tu l'as dit, c'est un sujet qui touche autant le municipal, le provincial et même le fédéral. Ouais. Et souvent, tu sais, la politique dans les juridictions, ça joue un peu dur. Ouais. C'est une question d'argent, c'est une question de politique, d'idéologie. Tout tombe dans le même bassin, puis on peut pas trouver une solution. Donc, vous, selon votre expertise, j'imagine que vous parlez à des candidats, des maires, des mairesses, peut-être au niveau municipal. Des ministres. Je ne sais pas si vous parlez au fédéral du tout à ce sujet-là, mais... On leur a envoyé un mémoire dans le cadre de Maison Canada. Là, et ils cherchent à définir c'est quoi leur action. Le truc de E.T., là, tu sais, bâtir Maison Canada, là. Je ne sais plus comment il faut le dire. Non, mais sérieusement... Non, ils l'ont bien traduit finalement. Mais je vais y arriver à ça parce que je pense que c'est un peu... on va aller vers les questions de juridiction aussi, mais allons avec la question de George sur comment on y arrive parce que quand on parle de crise du logement, c'est quand même assez majeur et c'est pas vrai qu'il y a une façon de combattre ça. Non. Il faut prendre le taureau par les cornes, par la queue, par les pieds, partout. Là. L'habitation est un des sujets les plus complexes que j'ai affronté dans ma carrière. J'ai aussi une spécialisation en transport. Transport, c'est assez simple. Tu augmentes l'offre. tu veux que le monde prenne le transport en commun, il faut plus de transport en commun, puis ça devrait fonctionner, à titre d'exemple. Habitation, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a toujours... Des fois, tu fais quelque chose, puis là, tu as un effet rebond. À titre d'exemple, les gens disent « on va subventionner l'achat de première maison ». Tu augmentes la demande en faisant ça, ce qui fait en sorte que les prix augmentent. Donc, ce que tu as donné en subvention, tu le perds. C'est vraiment un système relativement compliqué. Il y a une chose qui est essentielle, c'est que le taux d'inoccupation ne soit pas aussi bas. Il faut augmenter l'offre de logement et toutes les offres de logement. Là-dessus, nous, on n'a pas d'idéologie. Il faut du logement social uniquement ou juste au privé. Il faut tout faire en habitation. Il va falloir réduire les coûts de construction, il va falloir augmenter l'offre, il va falloir plus de logement social, il va falloir un bon encadrement des loyers, il va falloir cette panoplie-là, mais augmenter l'offre est essentiel. Parce que si on reste 3%, 2%, c'est de la pénurie. C'est la crise actuelle, on l'a fabriquée depuis des décennies. En pensant pas que c'était important parce qu'on se débrouillait toujours. Hein? Il y avait toujours un parc de logements locatifs important à Montréal. Ça va aller, hein, ça va aller. Puis d'année en année, il y a même le gouvernement actuel avait nié qu'il y avait une crise de l'habitation. On se souvient de la déclaration de Mme Laforêt. Là, je pense qu'il n'y a plus personne qui dit ça. Et donc, c'est vraiment, il faut construire, et il faut quelque chose comme un choc de l'offre. Puis c'est un peu aussi, puis je vous inviterai également là-dessus, là, j'aime bien lire, moi, le livre Abondance de Thompson et Ezra Klein aux États-Unis, vraiment qui parle beaucoup de ça. C'est essentiel. Et moi, je le dis souvent, en habitation, là, on n'a pas le luxe de faire des batailles idéologiques. Il faut plus de tout. C'est la seule manière de s'en sortir. Mais là, il y a pas mal d'éléments là, dans ce que vous dites. Ouais. On parle de logement social, on parle de locatif. Excusez, on parle de privé. Ouais. On parle de subventionné. Ouais. On parle de coûts de construction. Ouais. On parle de plein d'affaires. Comment on arrive là, puis moi je suis collé au coût de construction. On peut bien trouver une solution. On va dire, regarde, on s'en fout de ce que vous allez construire, que ce soit logement social, condo, whatever. Mais là, l'autre élément,
comment est-ce qu'on peut le contrôler, le domaine de la construction, on les pourrait coûts? aussi faire un spécial 4 émissions sur l'habitation, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments et tu viens d'en nommer un, la question des coûts de construction. À Vivre en ville, on a une approche là, en 4 grands chantiers, puis ça, c'en est un. On a vraiment un enjeu de coûts de construction en Amérique du Nord qui est pas juste en habitation, mais aussi en habitation. Pourquoi? Est-ce que c'est des oligopoles de grands constructeurs qui ont un peu mainmise sur les prix? Il y a un peu de ça. Il y a plus de concurrence, par exemple, en Europe. Il y a plus d'acteurs. Mais il y a également le fait que nos normes n'ont rien à voir avec ce qui se fait à travers dans le monde. À titre d'exemple, nos ascenseurs sont surdimensionnés. À titre d'exemple, il faut toujours avoir une deuxième issue, une issue de secours, dès qu'on dépasse 2 étages. Dans le reste, dans le monde, là, ça va jusqu'à 20 étages, ça va jusqu'à... Et donc, tu rajoutes à chaque fois ces normes-là, c'est technique, là, mais à chaque fois, tu te retrouves à augmenter de 20-30% tes coûts. Le logement social, là, pour faire du logement social, à titre d'exemple, là, ici, là, on parle de coûts, là, 500 000, 600 000 la porte. Là, à la fin, on ne réussira pas. C'est pour ça qu'il va falloir une contribution du privé. On ne réussira pas. On n'aura jamais assez d'argent pour faire tout ça. Mais on peut en avoir plus pour notre argent. Et ça, c'est beaucoup une question qu'on est moins bon dans le préfabriqué, qu'on est moins bon dans la numérisation de tout ça. Modulaire. Le modulaire et nos normes. Donc, il va falloir vraiment aussi un chantier de s'attaquer à nos normes parce que c'est pas normal qu'en Amérique du Nord, ça nous coûte 50-60% de plus la porte en fonction des normes. Il faut faire un ménage là-dedans, mais c'est difficile, puis c'est pas sexy. Hein. Je vous parle de ça, là, puis il y a peut-être que des auditeurs vont dire de quoi il me parle, puis il va peut-être décrocher, mais c'est super important, c'est essentiel. Ouais. Non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés parce que tout le monde, surtout dans notre âge à nous, soit qui sont, comme vous dites, en appartement ou ils se cherchent un logement, c'est trop cher. Je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qui s'intéressent à ce qui se passe dans le domaine de l'habitation. Et moi, tu sais, quand on parle de coûts, là, je me rappellerai toujours de l'initiative de la Ville de Montréal, Mme Plante, qui voulait construire à l'ancien hippodrome de Montréal. Et il y a eu aucun promoteur qui a même soumissionné. Aucun, à cause qu'elle voulait, je ne sais pas quel pourcentage de logements sociaux. Et les coûts, tu sais, dans l'équation, là, le monsieur qui va venir construire ça, il va faire 1 + 1 égale, ça doit te donner 2 pour lui. Tu sais. Si les calculs ne fonctionnent pas, ben ciao, bye. Exact. Puis c'était embarrassant de voir un espace si énorme que ça, qu'il y a 10 ans ou 15 ans, on aurait eu une file, je ne sais pas combien long là, pour soumissionner pour ce projet-là, puis il y a eu 0. C'était embarrassant. Il y a vraiment un enjeu actuellement, puis j'ai beaucoup, par mon travail, j'ai quand même beaucoup de contacts avec des promoteurs immobiliers. Et ils me disent, il y a des enjeux, des fois les exigences des villes, des fois les exigences des gouvernements, mais également les coûts de construction, les matériaux ont augmenté, ce qui fait que des fois, juste avant la pandémie, le monde disait, OK, mon projet est rentable à 12 étages. Et tout d'un coup, ils me disent, là, il me faut 16 et 20. Puis, eux autres, ils étaient prêts à lever à 12 étages. Là. Mais là, ils sont obligés, pour rendre le tout rentable, ils sont obligés d'augmenter les densités. C'est pour ça que la Ville de Montréal a commencé justement à revoir un certain nombre de ses pratiques parce qu'elle s'est bien rendu compte qu'il y a des choses qui ne levaient pas en augmentant les densités pour Bridge Bonaventure, le nouveau projet qui va être un peu plus facile que l'hippodrome. L'hippodrome, il est compliqué, le terrain. Là, il y a des enjeux, mais également autour de la ligne bleue. Donc, il y a quand même une certaine prise de conscience qui se fait de la part des villes. Mais tu sais, nos maires et mairesses, là, c'est vraiment un enjeu qu'ils peuvent faire, mais il va falloir également que les paliers supérieurs du gouvernement. C'est pas Montréal qui peut refaire là, les codes de construction. Ils ne peuvent pas faire ça tout seul. Là. Je vais vous emmener là-dessus, mais c'est juste pour le bénéfice aussi des gens qui nous écoutent parce que l'habitation, le logement, ça peut être extrêmement technique. Et quand je dis technique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de paramètres interconnectés. Exact. Et donc, c'est dur à suivre. Mais dans le fond, tantôt, vous disiez quelque chose de super intéressant, puis George a abordé aussi la question un petit peu. On dit que pour pallier à cette crise du logement, il va falloir faire
plein de choses. Il va falloir faire du logement social, du logement abordable. Il va falloir faire des condos privés. Il faut qu'il y ait aussi des appartements en location, c'est-à-dire les construire, mais les mettre sur place. Il y a aussi, il faut rénover aussi, parce qu'il y a quand même des dizaines, si ce n'est pas des centaines de milliers d'unités de logements qui sont pas utilisables ou honnêtement qui posent d'autres problèmes d'insalubrité et autres, qui créent d'autres problèmes encore dans la société. Tout à fait. Donc moi, ce que je comprends ici, c'est que évidemment, ça coûte cher, parce que construire, ça coûte cher, parce que les coûts des matériaux ont grimpé. Ce qui est d'ailleurs toujours très embêtant, parce qu'on est quand même un grand producteur de bois au Québec. Puis au moment où les États-Unis nous mettent quand même des bâtons dans les roues dans l'exportation de notre bois d'œuvre, j'aurais quand même pensé qu'avec une offre plus abondante ici, les prix auraient pu un petit peu baisser au niveau du bois. Alors ça, je ne le comprends pas. Peut-être que tu pourras l'aborder avec nous, Christian, tantôt. Mais, alors excuse, je suis en train juste de remettre la table pour que les gens qui nous écoutent puissent suivre. Fait que là, dans le fond, ça veut dire qu'il y a plusieurs bailleurs de fonds. Alors évidemment, on amène les promoteurs privés à pouvoir investir là-dedans, parce que, on va se le dire, les privés sont là pour faire de l'argent. Tout à fait. Donc, c'est quand même important qu'il y ait du privé, parce que le privé aussi fait en sorte que s'il y a plus d'unités sur le marché, c'est une question d'offre et de la demande la plus élémentaire. La loi de l'offre et de la demande la plus élémentaire. Donc, ça veut dire que la pression sur les prix de loyer va être moindre, ou tout du moins va pas continuer d'augmenter à tout le moins. C'est ça? Exactement. Nous, notre recommandation, c'est vraiment autour de jusqu'à 5 à 7 % de taux d'inoccupation. Puis là, tu t'en trouves dans un marché qui est un peu plus sain, qui fait en sorte que les gens ont des options et qu'on parlait de rénovation. Quand tu ne réussis pas à louer ton logement parce que finalement les gens ont des options, là, ça te donne l'idée de le rénover. En ce moment, là, les gens ne le rénovent pas, ils vont louer. Les gens sont dans la rue sinon. Donc, c'est vraiment un marché qui n'est pas sain et c'est très, très important d'arriver à avoir une offre suffisante. C'est incontournable. Puis ça me rend des fois pas populaire à gauche parce que les gens voudraient qu'on parle surtout de logement social. Je dis, oui, moi je suis favorable à ce que 20 % des nouvelles unités soient en logement social. Par exemple, le Grand Montréal a adopté cette cible-là. Moi, je suis favorable, mais on n'y arrivera pas à sortir de la crise. Voulez-vous d'ailleurs l'expliquer, le 20-20-20? Vous voulez l'expliquer? C'est pas le 20-20-20. Le 20-20-20, c'est autre chose, mais c'est vraiment une cible une espèce de règle du pouce, de faire en sorte que 20 % des nouvelles unités locatives soient du logement social pour aider les plus vulnérables. Alors, on l'impose aux promoteurs privés. C'est pas en l'imposant aux promoteurs privés. La route qui est prise en ce moment, c'est vraiment à travers la construction avec des acteurs du logement social. C'est pas en l'imposant. Le 20-20-20, ça, c'est autre chose. C'était le règlement de la Ville de Montréal, d'ailleurs, qui va être remodelé parce que c'était une barrière pour certains projets. Et ça, c'est une bonne proposition, là, d'ailleurs, dans la campagne. Là, je pense que tout le monde a dit, je pense que c'était pas une bonne idée, puis qu'on a pensé que c'était pour être magique. Ça n'a pas été magique. Mais non, c'est vraiment une cible de logement social pour établir une espèce de pôle protecteur au niveau des populations les plus vulnérables. C'est comme ça, on parlait, je reviens à l'itinérance. La Finlande a réussi à presque mettre fin à l'itinérance, là, entre guillemets, il en reste toujours un peu. Et leur stratégie, c'est Housing First. C'est on trouve un moyen que les gens aient un toit. Quand les gens ont un toit, tous les autres problèmes, des fois les problèmes de dépendance, les problèmes de santé mentale, sont moins importants, puis ça va coûter moins cher à la société à gérer ça plutôt que de gérer quelqu'un qui est dans la rue. Donc, vraiment, c'est pour ça qu'il faut des interventions en logement social, particulièrement pour les personnes les plus vulnérables, pour pallier une partie de la crise, parce que en ce moment, le marché a tellement dérapé que même l'offre privée, plus abondante, on ne réussira pas à sortir certaines personnes de la rue. Avec le privé, avant, c'était le cas. Avant, il y avait des maisons de chambre privées. Ça ne te coûtait pas cher. Ça existait. Ça n'existe plus. Donc, c'est pour ça que l'État doit intervenir dans ce cas-là. Alors, très intéressant. Donc, juste avec le privé, on ne va pas y arriver. Alors, je comprends qu'il faut quand même mettre en place des politiques publiques qui font en sorte que
le privé continue d'avoir un intérêt, puisse en construire. Alors maintenant, puisqu'on s'appelle politiquement parlant, puis on va aller un peu plus sur le côté politique publique à tout le moins, le rôle alors, comment est-ce que vous voyez déjà, on va aller avec cette question-là, le rôle des municipalités, puis ensuite du gouvernement du Québec, puis on arrivera dans un troisième temps à celui du fédéral. Alors déjà, les municipalités. Les municipalités, c'est mettre en place les règles d'urbanisme qui vont favoriser la construction. C'est donner les permis le plus rapidement possible. Non, mais justement, ça faisait partie d'une question. Et ça, c'est souvent parce que on a sous-équiper les villes, là, c'est pas juste parce qu'ils sont de mauvaise foi, là, mais le département d'urbanisme là, qui donne les permis, là, c'était comme, vas-tu vraiment engager des gens? Il faut que les villes là, soient sérieuses, disent, OK, là, moi, c'est moi qui va développer le territoire, là, c'est moi qui dois développer le territoire. Et si pour remettre les permis plus vite, il me faut plus de staff, il faut engager plus de staff. Et c'est vraiment un enjeu. Donc, c'est pas juste de la mauvaise foi parce que des fonctionnaires décident de ne pas émettre le permis. C'est des fois, il y a juste du backlog et il faut le rattraper. Ça, c'est un élément qui est très important. Mettre à jour les règlements d'urbanisme. Et j'aurais tendance à dire aussi, oser une intervention plus grande sur le territoire. On tripe tout sur les beaux quartiers qu'on voit en Europe, les éco-quartiers. C'est une des clés, là, c'est que les villes osent posséder du terrain en Europe. Ils ont une tradition de posséder du terrain. Ici, on n'a pas cette tradition-là. Mais après ça, comment on veut faire, par exemple, du logement social ou faire un quartier exemplaire si la ville n'a pas un minimum de contrôle. Alors, comment elle fait pour les posséder? Il faut les acheter. Il faut les acheter. Okay. Et il y a eu des nouvelles lois, le droit de préemption, plus facile de faire de l'expropriation pour des raisons de logement social. Fait que moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un rôle proactif. Vous voyez, il y a ça que les villes peuvent vraiment faire, mais c'est vraiment... Il faut construire du logement. À titre d'exemple, à Québec, ça fonctionne relativement bien. On a appuyé sur l'accélérateur, mais il va falloir que tout le Québec le fasse parce que si le taux d'une occupation est juste... ça finit par être des vases communicants. Hein? Moi, je rencontre des candidats, ils disent « Ouais, je construis plus de logements, mais c'est le monde de Montréal qui vient les prendre parce que c'est moins cher en périphérie. » Donc, c'est vraiment un système qui est vraiment complet. Les villes peuvent faire ça. Donc, vraiment à travers les règlements, à titre d'exemple, d'urbanisme. Le gouvernement du Québec doit recommencer à investir en logement social. Il doit également... recommencer à investir? Il y a eu un retrait, puis je vais arriver au fédéral aussi. Là. Oui, mais alors pourquoi vous dites recommencer? Parce que historiquement, on a beaucoup plus investi il y a, par exemple, 20-30 ans. Ouais. C'est pas pour rien que je dis que cette crise-là s'est construite aussi sur des décennies, parce que il y a des décisions qu'on a prises il y a 20-30 ans qui, maintenant, ont des conséquences. Une chose qu'on peut faire, là, c'est, et ça, c'est moins populaire, c'est mon côté plus à gauche, l'encadrement du système de loyer. Parce que là, dans un marché où est-ce qu'on est dans pleine spéculation continue, où est-ce que les gens peuvent louer à peu près au prix qu'ils veulent parce qu'il y en a trop, il y a des gens qui abusent. On n'est pas, ça crée, le marché est en surchauffe. Donc, faire en sorte, à titre d'exemple, de mettre en place un registre des loyers pour que M. Trudeau, au fédéral, l'a proposé, ça. Le registre des loyers? Oui, ça se peut qu'il avait mentionné, mais c'est pas vraiment sous sa juridiction. C'est pas ça, justement. Mais c'est ça, on s'en va là. Mais M. Trudeau, il y a quelques mois, ou peut-être une année, je ne sais plus trop, là, avait proposé ça. Là. Parce qu'à titre d'exemple, au Québec, il y a finalement toujours des augmentations de loyers proposées. Mais il n'y a pas de registre encore. Mais il n'y a pas de registre. Donc, entre deux locataires, ce que les propriétaires font, c'est qu'ils augmentent beaucoup. Et donc, ça crée une pression à la hausse sur les loyers parce que là, dès que ça monte d'un côté, vous savez, le marché fait ça. Ça monte. Donc, il faut continuer l'encadrement des loyers. Il faut faire en sorte qu'on ne peut pas transformer tout en Airbnb parce que Airbnb, ça met encore la pression à la hausse. Donc, il y a vraiment aussi une approche d'encadrement des loyers qui est essentielle. Puis là, je ne suis pas en train de dire de faire de gel. Je suis juste en train de dire qu'il faut respecter le système qu'il y a au Québec parce qu'il nous protège. Quand on regarde dans le reste du Canada, le système de contrôle, d'encadrement, j'aime mieux dire d'encadrement des loyers, a protégé en partie le Québec des crises. Et pourtant, il y a des gens qui ont reproché à Mme Duranceau le fait qu'on protégeait moins
les locataires aujourd'hui. Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir oser faire une coupe de tour de vis en ce sens-là pour tenter de limiter les hausses, particulièrement les hausses abusives. Donc, il y a vraiment un travail qui peut être fait de ce côté-là du gouvernement du Québec. Ce qui me permet d'aller du côté du fédéral. Le fédéral, il ne peut pas micromanager le logement. Hein, non, c'est pas sa juridiction. Il y a un rôle qu'il peut jouer et c'est dans le financement. Oui. Le financement, à titre d'exemple, du logement social et abordable. Maison Canada, là, si en quelque part, ça venait une grosse banque de développement qui est capable de faire des prêts plus longs que les 25-30 ans, des prêts patients aux promoteurs sociaux, peut-être, pourquoi pas, à certains promoteurs privés qui prennent des engagements d'abordabilité, juste en jouant le rôle d'une banque de développement, donc des prêts long terme à des taux avantageux. Tout ça, là, on parlait du promoteur là, qui n'est pas capable de faire lever ses projets. Là. Très souvent, là, ton taux d'intérêt puis la longueur de ton prêt, ça vient faire en sorte que des projets qui ne lèvent pas vont lever. Mais la SCHL faisait pas ça? Oui, la SCHL faisait pas ça, faisait ça en partie, mais là, ils ont un peu décidé là, de diviser le mandat. Donc, avec Maison Canada. Et nous, tout récemment, dans notre travail de relations gouvernementales, on a envoyé un mémoire à Maison Canada en leur disant « Essayez pas là, de faire la révolution, essayez pas de vous garrocher dans toutes les directions. Concentrez-vous à être une bougie d'allumage pour que des projets, notamment sociaux, lèvent. Et ça va déjà vraiment beaucoup aider. » Mais ça pose pas un problème. Excuse-moi, hein, George, je t'écœure un peu. Non. Mais alors justement, parce que George a amené tantôt ça en début de discussion. Ça crée quand même des enjeux de juridiction. Parce qu'effectivement, le logement, on va se le dire, n'est pas une compétence fédérale. Mais le fédéral a un rôle à jouer. Tout à fait. Donc, s'il met en place des programmes dans lesquels il y a de l'argent, que ce soit en subvention, en prêt ou peu importe, ça permet ça permet parfois à des privés, parce que des privés peuvent en bénéficier, mais je comprends aussi que des OBNL peuvent en bénéficier. Oui. Mais d'ailleurs, Salim, désolé de t'interrompre, on a vu un peu, pour ceux qui ont suivi la campagne fédérale au début de l'année, on a vu un peu la confusion que ça portait avec la politique de conservateurs d'arrêter le financement aux villes s'ils ne faisaient pas tomber toute la lourdeur administrative des permis, etc. Puis tout le monde était perdu. On était comme... Mais ça n'existe pas, ça, au Québec. Mais c'est ça, ça porte confusion. Puis, le fédéral... le Parti conservateur au fédéral s'est lancé dans un terrain où les gens ne savaient pas trop qu'est-ce qu'ils faisaient. Ça avait de l'allure sur papier, mais en pratique, c'était comme... Non, mais en fait, excuse-moi, je vais le dire tel que je le pense. Monsieur Poilievre ne savait pas de quoi il parlait. Maman, c'est ça. Ça engage que moi, ce que je dis. Il ne savait pas de quoi on parlait. Mais excusez, donc si on revient à cette histoire-là, cet argent-là, du fédéral, les organismes au Québec ne peuvent pas aller le chercher. J'ai l'impression... Pas directement. Pas directement. Il y a une entente à faire avec le gouvernement du Québec. Mais si c'est relativement simple, si c'est sur la forme de prêts patients, par exemple, franchement, je pense que c'est une situation qui est assez facile à débloquer. Là où est-ce que le gouvernement du Québec, pour avoir vécu dans ce genre de film-là depuis quelques années, c'est lorsqu'il y a une multiplication des critères, lorsqu'il y a une multiplication du type de programme. Un programme relativement simple et le gouvernement fédéral a été dans le logement social massivement à une certaine époque. Historiquement, oui. Historiquement, oui. Donc, je pense qu'on l'a déjà fait et on va être encore capable de le faire s'il y a une certaine simplicité. D'où le fait que nous, nos interventions auprès du gouvernement fédéral, c'est faites ça simple, faites pas ça compliqué avec trop de critères. Il faut un certain nombre de critères. Nous, on a un côté environnemental important. Peut-être que l'émission de gaz à effet de serre des nouveaux bâtiments devrait être un des critères. L'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, des choses comme ça, là, mais il faut les limiter au maximum pour que ça ait un impact sur le terrain. Puis je pense qu'on a vraiment besoin de ça. Là. C'est vraiment essentiel. Il faut que tout le monde trouve le moyen de faire atterrir ce genre de programme-là sur la crise de l'habitation. Juste une question, par curiosité, plutôt au niveau de la façon que vous opérez. Ouais. Comment vous faites pour choisir, premièrement, là, on a parlé de logement, d'habitation, mais il y a d'autres choses aussi, là.
Comment vous faites? Est-ce qu'il y a des enjeux que j'imagine que vous devez avoir des gens pas mal branchés dans toutes les régions pour savoir, dans cette ville-là, il y a ce règlement qui vient de passer, puis faut qu'on se mette là-dessus. Ou comment vous faites pour partager votre expertise et votre compétence dans toutes les villes ou les plus grandes villes et les petits villages, etc.? Comment vous choisissez quoi faire, où le faire et pourquoi le faire? Bien, d'abord, on répond à la demande, en partie. C'est quand que les gens nous appellent qu'on y va. Il y a des choses qui se passent au Québec que je suis pas d'accord, puis je peux pas toutes les faire. on a des centaines, même plus de 1000 municipalités, donc c'est pas vraiment faisable. Mais on fait beaucoup de meilleures pratiques. On fait beaucoup de publications maintenant sur un site Internet qui s'appelle Carrefour, si vous voulez aller voir. Les gens, vraiment, beaucoup de ressources là-dessus. On diffuse beaucoup à travers des événements, des webinaires. Fait que ça nous donne des antennes un peu partout. Et je vous dirais que ça fait en sorte qu'on parle beaucoup plus d'habitation maintenant, si je reviens un instant là-dessus. Et avant, on était beaucoup plus environnement. Mais on a bien senti que si on parlait juste de changement climatique, en ce moment, avec nos villes, on serait déconnecté. On en parle encore, c'est encore un enjeu super important pour nous, c'est dans l'ADN de vivre en ville, mais vraiment, il fallait parler d'habitation. Donc, c'est un mélange, disons, d'expérience, d'antenne sur le terrain, puis aussi de valeurs qu'on défend. Donc, ça fait que il y a de la détresse sur le terrain à travers l'habitation, on va aller là-dedans. Alors, vous avez abordé quelque chose, enfin, on avait dit qu'on allait se tutoyer. Tu avais abordé quelque chose tantôt, Christian. L'urbanisme. Parce que, alors oui, construire des logements, c'est important. Mais en même temps, si autour des logements, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de dépanneur, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas rien, il y a un problème qui se pose. Tu sais. Tout à fait. Donc, il n'y a pas de transport en commun, entre autres, bien sûr. Donc, ça veut dire que non seulement ça coûte très cher que de construire des logements, mais ça coûte aussi très cher d'aménager le territoire où vont être ces logements. Puis je pense que c'était Catherine Fournier qui en avait parlé un petit peu ici à ce podcast, mais je pense qu'elle a fait d'autres sorties médiatiques à ce propos-là, où ça coûte extrêmement cher aussi d'aménager un territoire, parce que forcément, plus il y a d'étalement, plus par exemple ton kilomètre d'asphalte, finalement, il revient cher, parce que si ton kilomètre d'asphalte pour 18 personnes versus ton kilomètre d'asphalte pour 1800 personnes, c'est ça. Ça revient pas au même prix, au final, par contribuable, disons. Exact. Alors, pour ça prend aussi de l'argent. Alors, pour ça prend bien sûr des investissements de la ville, ça prend aussi de l'investissement du gouvernement du Québec, ça prend aussi des investissements du gouvernement fédéral. Donc, c'est aussi une question d'infrastructure. Exact. Et c'est vraiment un enjeu qu'on a actuellement. Et nous, on le dit tout le temps, il faut construire du logement, mais on ne peut pas non plus juste construire des bars soviétiques juste pour mettre du monde. C'est pas le but. Le but, c'est garder une qualité de vie. Le but, c'est d'avoir des belles villes. Et donc, ça ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Ça ne doit pas se faire non plus à un prix environnemental, en mode étalement urbain, où on bouffe le territoire agricole, où on bouffe les boisés. Il faut changer la donne. De toute manière, là, juste là-dessus, les ménages, les nouveaux ménages, c'est essentiellement des petits ménages, des personnes âgées qui veulent déménager. C'est vraiment Donc, il y a vraiment la demande est très forte là, pour un peu des plus petites unités. Donc, on n'est pas en mode étalement comme on l'a déjà été à une certaine époque. La question des infrastructures, elle est centrale, et j'aimerais pas. Le prochain gouvernement, là, particulièrement au Québec, parce que c'est le Québec là, qui est l'essentiel bailleur de fonds des infrastructures, beaucoup aussi les villes, sont pas mal 50-50. On a vraiment un problème. Si l'habitation coûte plus cher, les infrastructures coûtent vraiment aussi plus cher. Tu sais, par exemple, là, on parlait du boulevard Tachereau, puis pour l'anecdote, je suis un petit gars de la Rive-Sud. Ah oui? Ah ouais, je suis né à Longueuil, grandi à l'hôpital Charlemagne. Ah oui? Mon adolescence à Saint-Hubert, mon enfance et mon adolescence à Saint-Hubert. Le boulevard Tachereau, je le connais. J'allais au collège Charlemagne. Ah OK, bon, ben regarde. J'ai roulé dessus, je le connais par cœur, puis c'est temps d'en faire quelque chose d'autre. Mais le projet initial sur le boulevard Tachereau, c'était pas un SRB, c'était un tramway. Mais fort probablement que face au coût,
Puis ce serait une bonne idée. Ouais. Mais face au coup, fort probablement que Mme Assad, Mme Fournier ont fait on va y aller avec la petite version parce que ça coûte très cher. Oui, puis tu mets la table, puis tu crées des habitudes. Puis George avait posé la question d'ailleurs à Mme Assad, puis il lui avait dit est-ce que c'est un projet qui, à long terme, pourrait devenir un tramway? Puis elle avait dit c'est l'idée. Ouais. C'est l'idée, c'est qu'on commence par un SRB, puis plus y affinité. Mais je pense qu'on serait allé direct à un tramway si c'était pas du coup des infrastructures actuellement. Ouais. Et pour 1 kilomètre, à titre d'exemple là, de tramway, là, c'est du simple au double entre ici et l'Europe. Québec, ça va être notre banc d'essai, là, mais c'est du simple au double. Le métro, un tunnel, là, le métro, même chose. C'est encore pire qu'en habitation. Et là, c'est toutes les infrastructures qui sont touchées. Et comme je le disais, le prochain gouvernement va avoir des gros défis parce que là, on a pelleté par en avant. Il y a beaucoup de choses qui pelletent par en avant. Le réseau routier, par exemple, au niveau du maintien des actifs, a recommencé à se détériorer. On avait commencé à rattraper notre retard sur la qualité de nos routes, mais là, ça a recommencé à se détériorer tout simplement parce que le gouvernement a plus d'argent. Donc, une des premières choses qu'il va falloir faire, c'est arrêter de construire des nouvelles infrastructures pour se concentrer sur celles qu'on a. Et c'est pour ça qu'à titre d'exemple, je considère que la question du troisième lien, là, de dire qu'on va dépenser 250 millions sur un projet pharaonique pendant que les écoles, les hôpitaux, nos routes sont pas en bonne santé. 250 millions? Il y a 250 millions qui a été autorisé pour commencer le troisième lien. Excuse-moi. À la fin, on s'entend, ça va finir à 10-12 milliards. Ouais, c'est ça. C'était environ 11 milliards. Puis si le passé est garant de l'avenir, on sera peut-être plus que ça. Ouais, mais ça se fera pas de toute manière. Oui, d'ailleurs, ça aussi, j'entends ça, que ça va pas. Ça... Mais excuse-moi, parce que juste avant, parce que justement, je veux qu'on parle de Québec. Oui. Mais juste avant, parce qu'on parle d'infrastructure, donc juste pour mettre la table. Comme observateur, moi, un peu de la vie publique québécoise, canadienne. Québécoise, mais il y a le bout canadien qui nous appartient aussi, là. On parle de centaines de millions, si ce n'est pas des milliards de dollars en infrastructures qui sont là au fédéral. M. Trudeau a fait des déficits énormes, mais ces déficits énormes, il les a pas mis dans sa poche. Là. Je veux dire, peu importe ce qu'on pense de lui, on l'aime pas, peu importe, là, mais je veux dire, c'est des centaines de millions, voire des milliards de dollars en infrastructures qui ont été annoncés. Ils transitent par le gouvernement du Québec parce que les municipalités sont des créatures du gouvernement du Québec et il y a un chapitre M3, M30 qui lui, ne permet pas donc à des organismes publics d'aller chercher de l'argent. D'ailleurs, moi, je trouve que pour des villes comme Montréal et comme Québec, elles sont assez grandes, assez fortes pour pouvoir parler avec le fédéral directement, mais elles sont infantilisées par Québec. C'est moi qui le dis, c'est pas vous. Comment je vais vous dire ça? Cet argent-là, il faut le débloquer. Parce que ça se peut pas, parce qu'il est en train de pourrir à Ottawa. Oui, dans certains dossiers, cas, notamment sur certaines en infrastructure, en eau, il y a des centaines de millions. On le sait, il y en a des enjeux, il y a des développements qui se font pas. Va vraiment falloir trouver des manières de débloquer ça. Ça se débloque, un fameux M30, tout le monde. Oui, ça finit par c'est une procédure gouvernementale pour que le gouvernement du Québec autorise le fédéral à investir. Je suis très familier avec ça. Mais alors, justement, il faut que ça débloque, puis ça finit par débloquer. Mais on va s'entendre. Pendant qu'ailleurs au Canada, les municipalités courent, celles au Québec, elles sont à pas de fourmis. Là. Mais c'est pas, et encore une fois, c'est pas à cause des municipalités. Mais il y a un contexte qui fait en sorte que ça va très lentement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que fédéral et provincial s'entendent, pour que enfin le municipal puisse aller de l'avant? C'est une bonne question, puis c'est dans l'ADN du Canada, là, que le fait que le Québec accepte moins facilement les intrusions du fédéral dans ses champs de compétences. C'est historique. Dans le reste du Canada, ils ont accepté que le gouvernement impose des conditions aux municipalités en passant par-dessus la province. Le Québec ne l'accepte pas et j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas 100% tort, d'abord, parce que la Constitution est écrite comme ça, et que je pense...
Je pense que le gouvernement Trudeau avait le goût des fois de gérer le Canada comme s'il y avait les champs de compétences provinciales. Et je pense qu'il faut diminuer le nombre de critères, le nombre de contraintes pour concentrer le tir. Quand on regarde ce que demandait le gouvernement fédéral, notamment en matière de logement, il y a beaucoup de reddition de comptes. On parlait là, pour donner les permis dans les municipales là, ou les municipalités. Ben, c'est un peu la même chose que le fédéral a fait. On sentait ça. Donc, il va falloir... Le fédéral va devoir faire un bout parce que je pense pas que le Québec va cracher éternellement sur l'argent si on s'ajuste. Donc, je pense que le fédéral doit faire un bout. George, le ministre du Logement actuel, c'est l'ancien maire de Vancouver. Fait que s'il y a bien quelqu'un qui sait ce que c'est que des logements très chers au Canada, parce que Vancouver a souvent été la première ville, enfin la ville la plus chère en matière de logement, là, en tout cas pour l'acquisition, à tout le moins. Alors évidemment, il n'est pas familier nécessairement avec le rapport fédéral-provincial entre le Québec et le fédéral. Là, c'est peut-être pas la même chose en Colombie-Britannique à ce niveau-là. Mais il y a quand même une sensibilité. Donc, c'est quelqu'un qui est censé quand même bien comprendre ça. D'ailleurs, j'espère que je ne me trompe pas, mais pour moi, c'est l'ancien maire de Vancouver qui est ministre. C'est lui. Donc ça c'est important. Puis, Christian, je suis d'accord avec toi. Moi, en plus, j'ai travaillé au gouvernement du Québec, donc j'ai cette sensibilité-là. C'est un champ de compétences des provinces, donc du Québec. Et le fédéral n'a pas nécessairement à s'ingérer là-dedans. Je pense néanmoins qu'il y a matière à pouvoir s'entendre parce que de l'idéologie... entre le fédéral qui doit pas s'ingérer et le Québec qui doit faire preuve aussi de flexibilité parce qu'à un moment donné, c'est aussi de l'argent public de tous les Canadiens pour lequel, si le Québec l'a, c'est pas juste tiens, c'est mon argent. Ben oui, mais c'est parce que au fédéral, cet argent-là, il n'est donné que pour du logement. Fait que si tu décides de le mettre dans ton fonds consolidé pour essayer d'équilibrer ton budget, il y a quelque chose qui va pas. Non, ça ira pas. Mais je pense, ça va être intéressant à suivre. D'abord, moi aussi, j'ai confiance en M. Robertson, nouveau ministre, justement, au logement au fédéral. On l'a déjà reçu dans un de nos événements. Ça avait été très plaisant, donc j'ai très confiance. Il va être intéressant aussi au fédéral de regarder le budget qui s'en vient. Parce que je sais pas si vous l'avez vu passer, mais ils ont annoncé qu'ils étaient pour un peu séparer le budget en deux. Oui. Il va avoir, il va avoir la question, les infrastructures, tout ce qui est actif va être considéré d'un côté et les budgets d'opération de l'autre. Nous, ça nous donne espoir pour dire, OK, il va y avoir de l'argent en infrastructure parce que les besoins sont criants dans toutes les infrastructures. J'ai bien hâte de voir comment ça va atterrir, mais on en a besoin. Je vais te donner l'exemple, le métro de Montréal. La STM a sorti une campagne pour dire, hey, le métro, là, ça déplace plus d'1 million de personnes par jour. C'est une infrastructure de transport la plus utilisée au Canada. Et nous, on verra de bon oeil que le gouvernement fédéral vienne donner un coup de main, puisque ça, c'est des projets qui sont très rapidement, mais on peut mettre en place très rapidement. Donc, ça va être à surveiller, ça, du point de vue fédéral, si on est capable de débloquer plus vite les projets d'infrastructure. George, tu vas aller sur le 3e lien, là? Non. Ça me fait plaisir. Non, mais justement, j'aimerais avoir un peu votre perception de la... Tu sais, puis je veux pas vous amener dans le domaine politique, mais vu votre expertise sur plusieurs champs de compétences là, et votre action auprès d'administration municipale et du gouvernement du Québec, vous devez à un moment donné être dans votre salon puis vous regardez ce qui se passe à Montréal ou à Québec. Moi, je connais pas Québec autant que Salim. Y a-t-il des moments où vous vous dites qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'il fait mais qu'est-ce qui se passe? Vous conduisez dans la ville de Montréal, puis vous devez vous poser les questions, mais y a-t-il quelqu'un qui regarde ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une frustration? Et je veux juste faire le lien entre les actions que vous faites auprès des villes et à quel point est-ce que ces actions-là sont quantifiables? Est-ce qu'il y a un moyen de voir, nous, on a proposé A, B, C, D, les villes nous ont pris vraiment au sérieux ou ils nous ont ignoré complètement, puis voici ce qu'on voit à Montréal ou voici ce qu'on voit à Québec? Je vais aller sur les villes dans un premier temps parce que pour revenir à qu'est-ce qui se passe, c'est plus avec le gouvernement du Québec que je comprends mal. De manière générale, je veux justement
je dois dire que je trouve qu'il se passe des belles choses dans les villes du Québec. Je trouve que c'est intéressant. Les nouvelles cohortes d'élus sont dynamiques, ont des idées. On peut penser, justement, on parlait de Catherine Fournier. Je veux dire, il se passe des choses quand même à Longueuil. Pas tout est parfait. Mais somme toute, là, on s'en va dans la bonne direction, selon moi, même s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Par exemple, à la Ville de Montréal, je trouve que la question de l'habitation, leur seule réponse au début, c'était sur le règlement 20-20-20. C'était une réponse insuffisante. Ils ont fini par l'avouer et ils sont meilleurs depuis un an. Pour vrai, là, je veux le souligner. Mais somme toute, je trouve très intéressant ce qui se passe au Québec. D'ailleurs, les élections municipales, pour moi, c'est mon Super Bowl. Hein. Ouais. Le 3 novembre, j'ai été un des plus passionnés. Là, avec, les ailes de poulet, puis tout. Non, mais quasiment, là, avec mon téléphone, une tablette, la TV, puis là, parce que j'en connais beaucoup personnellement de plus en plus. Ça fait 20 ans que je suis dans le milieu, tu sais. Donc, c'est très, 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 très passionnant. Et l'aiguille a bougé. L'aiguille a bougé. Et je pense pas que, malgré certaines personnes soient critiques de l'administration de Projet Montréal, il y a des choses qui vont rester. Tu sais, Bixi à Montréal, là, on va se le dire, c'est un succès. Là. Mais Bixi, c'était pas le maire Tremblay? Oui, tout à fait. Ah, OK, d'accord. Tout à fait. Tu disais Projet Montréal. Non, mais ce que je veux dire, c'est que de manière générale, à Montréal, le fait que Bixi se continue, c'est un succès. Là, je veux dire, c'est devenu dans l'ADN de Montréal. Il y a des choses super intéressantes. Moi, je peux pas sentir les Bixi. Moi, je suis désolé. Là, c'est correct. non, mais je vais... Parce que moi, j'aime stationner ma voiture, là, tu comprends? Mais, puis, mais... Attends, ils ont des stations Bixi qui ont enlevé une case de stationnement. Non, mais c'est... En fait, je pense que tu viens de toucher quelque chose qui est hyper important, parce que quand on vit à Montréal ou dans la grande région de Montréal, ou quand on est amené à aller à Montréal assez souvent, comme toi, Christian, sincèrement, je ne pense pas que ce soit le Bixi le problème. Je ne pense même pas que ce soit les pistes cyclables le problème. Parce que, sincèrement, c'est un problème de civilité. Donc, moi, quand les gens qui sont fâchés contre les Bixi, c'est pas sur le fait qu'il y ait des vélos en ville. C'est sur le fait que les cyclistes à Montréal sont, et particulièrement ceux des Bixi, pas ceux qui possèdent leur propre vélo, c'est souvent circonstanciel. Donc, c'est des gens qui connaissent soit moins bien les règles d'usage, etc. Et puis, regarde, là, on fera pas un débat sur tu sais, dans le sens que j'ai à la fois un vélo et une auto. Fait que, tu sais, j'ai pas... et puis, je suis aussi piéton, surtout quand je suis à Montréal. Puis, j'ai plus de chances de me faire renverser par un Bixi que de me faire renverser par une auto à Montréal. Il y a des enjeux de civilité, ça existe essentiellement, mais je vous le dis parce que j'ai pris cet exemple-là, j'ai dit, je vais parler de vélo, c'est sûr que ça va ça va jaser. On va rendre ça un peu crunchy. Donc, non, mais très sérieusement, il y a des choses là, il y a des choses qu'on ne pourra plus revenir derrière. Là. Je pense pas que où est-ce que je voulais aller par là, c'est je pense pas qu'un candidate dans une élection à Montréal qui dirait je vais reculer, je vais enlever la moitié des Bixi, c'est inutile. Je pense qu'il y a personne qui va faire ça. Donc, c'était un exemple pour illustrer qu'il y a des choses qui ont changé, selon moi, pour le mieux. Selon moi, avoir plus d'options de transport, c'est une très bonne nouvelle. Mais somme toute, les choses ont relativement changé. Une autre structure, Christian? Une autre structure. Tu dis commission des transports? Non. La question des transports. Ah, la question, j'ai entendu. Excuse-moi, c'est moi qui ai mal entendu. Non, pas de nouvelle structure. Non, parce que, pas de nouvelle structure. J'étais comme, mon Dieu. Non, pas de nouvelle structure, s'il vous plaît. On va assez jouer dans ce film-là. Mais, alors, excuse-moi, allez-tu continuer quelque chose? Parce que là, ça nous amène, puis je veux quand même qu'on en parle de Québec, mais puisqu'on en a reparlé de cette histoire-là, rapidement, avant de faire le lien avec Québec, sans mauvais jeu de mots, on en a parlé avec la mairesse de Brossard la semaine passée. La mobilité, on parle des grands centres urbains, mais dans des villes qui sont quand même de plus en plus importantes dans la périphérie de Montréal, le transport en commun, là, c'est pathétique. Dans le fond, c'est plus facile pour un Brossardois d'aller à Montréal que d'aller dans un autre quartier de Brossard. Donc, donc, je le sais. On est quand tu es dans la banlieue, tu vis avec la réalité de la banlieue. Il n'y a pas de dépanneur au coin, donc tu dois prendre ton auto pour aller à l'épicerie.
je le comprends, je le vis, puis j'ai pas de problème avec ça ultimement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on fait du nord-sud, on fait pas d'est-ouest, et pourtant, si on avait du est-ouest, il y aurait des gens de Brossard qui pourraient se rendre jusqu'à la station Longueuil de métro et ne pas avoir à prendre le REM, parce que le REM est beau, c'est pas, le problème n'est pas là, c'est fantastique. Moi, j'ai une très bonne expérience avec le REM. Là. Je sais qu'il y a du monde qui chiale. Je suis venu en REM, d'ailleurs. Ah, t'es venu en REM, bah, tu vois. Donc, c'est un peu ça mon point. Comment on fait... Parce que ton organisme s'appelle Vivre en ville. Donc, il n'y a pas que Montréal et Québec, etc. C'est ça que tu le disais. Mais comment on fait pour les sociétés de transport, là, comme l'RTL, par exemple, puissent se bouger le derrière en lien avec le territoire qu'ils couvrent? C'est clair qu'il y a un chantier à mettre en place sur le financement du transport. Il y a peut-être réduction des dépenses dans certains cas, mais également un chantier sur le financement. Et on l'a dit à la CAQ dès le début, il faut faire ça, puis ils ont repoussé. Puis après, ils ont donné des pouvoirs aux villes, notamment la taxe sur les matriculations. Mais quand ils l'ont utilisé, ils leur ont reproché. Donc, il y a vraiment quelque chose dans le rapport entre le gouvernement du Québec et les villes, on a mentionné. À un moment donné, tu peux pas dire à quelqu'un, OK, je te financerai pas ton transport en commun, c'est à toi à faire ça. Vous vous souvenez, occupe-toi de ta fougère. Hein? Chacun s'occupe de sa fougère, gère ta fougère. Mais quand les villes tentent de gérer leur fougère, ils ont des crocs en jambes. Ils ont des crocs en jambes de la part du gouvernement. Et ça, c'est pas sain. Et donc, ça fait en sorte que les villes manquent de moyens parce que là, ils n'osent pas bouger, ils n'osent pas essayer d'aller chercher davantage de financement. À un moment donné, l'ensemble du système de transport, là, et là, je parle pas juste du transport en commun, je parle du transport routier aussi, va craquer au Québec. On sonne l'alarme depuis des années. On le dit, on pèle par en avant. Avant, là, toutes les infrastructures de transport, essentiellement routières, c'était financé à travers la taxe sur l'essence. Hein? Et c'était un compte qui était autofinancé. C'était une idée de M. Bachand, ça, qui était une très bonne idée. C'était autofinancé. Mais avec le temps, mais là, la taxe sur l'essence, il y a de plus en plus de véhicules électriques, on va avoir moins de sous, mais les coûts, eux autres, ont commencé à augmenter. Et donc, en ce moment, ce fonds-là n'est plus équilibré. Donc, c'est nos impôts, normal, du fonds consolidé qui servent à refaire les routes. Et à la fin, c'est de l'argent qu'on ne met plus dans le système de santé. Donc, le système qui tenait, et depuis 2-3 ans, là, ce fonds-là est déséquilibré et ça va aller en augmentant. Et c'est pour ça qu'on en revient aux fameuses infrastructures. Et qu'est-ce que je disais? Le prochain gouvernement va avoir des défis parce qu'on ne sera plus capable de tout entretenir. Et là, pour l'instant, on repousse. On repousse et on se redirige vers des problèmes importants. Puis on va avoir un nouveau pont de la Concorde qui va tomber. Je sais pas, pour ceux qui sont assez vieux, qui ont connu ça, là, qui a mené justement aux investissements. Mais ça va arriver encore si on n'intervient pas. Puis sinon, ça va être le métro, sinon ça va être autre chose. C'est dommage, puis c'est frustrant en même temps parce que c'est pas comme si on n'a pas d'exemples dans le monde qu'on peut suivre et juste copier-coller. Et c'est sûr que c'est presque stupide de peut-être nous comparer, par exemple, à une ville comme New York où tu parlais de l'accessibilité du transport en commun, où tu peux aller à n'importe quel district autour de Manhattan, puis t'es là comme en 5-10 minutes. Tu peux aller n'importe où. J'étais en Grèce là cet été. Ça faisait 9 ans qu'on n'était pas allé. La dernière fois, c'était en 2016. On va en Grèce, puis en 9 ans, ils ont construit 4 stations de métro qui prolongent une ligne là, dans la banlieue d'Athènes. 4 stations de métro en 4 ans, en 9 ans. Et tu parles d'un pays comme la Grèce qui a été critiqué, tellement d'affaires. Tu penses à la Grèce, tu ne penses pas au développement de ce genre-là. Puis ça fait combien d'années qu'on se tue pour la ligne bleue, tu comprends? Donc, on l'a annoncé combien? 18 fois environ? Mais c'est ça qui est frustrant parce que là, c'est juste deux villes, Athènes, New York, mais il y a plein d'autres villes. Vous avez mentionné la question de logement dans les pays scandinaves. Pourquoi on ne peut pas prendre ces exemples-là et les appliquer? Qu'est-ce qui bloque au Québec ou peut-être au Canada ou même... Il y a quelque chose qui doit
être assez facilement identifiable et qu'on puisse le régler. Oui, on est vraiment dans une situation politique. Je pense que c'était pas, par exemple, l'agenda de ce gouvernement-là de s'attaquer à ça initialement. Je vais leur donner un petit break. Il y a eu la pandémie qui a fait un peu dérailler des choses, qui a contribué à augmenter les coûts. Il y a eu, on le sait, on a un avant et un après pandémie en matière de coûts de construction. C'est vrai. Et on a un peu de la difficulté à innover. Il y a comme quelque chose en ce moment, puis c'est un peu déprimant là, comme constat, là, mais George, je te suis là-dessus. On dirait là, qu'il y a quelque chose de cadenassé, puis qu'on est comme des chevreuils devant des phares, là, puis on ne sait plus quoi faire. Là. Et il va falloir recommencer à innover. On va se le dire, là, un beau succès, là. Puis même s'il y a des petits enjeux, là, mais le REM, là, on va être fiers dans quelques années. C'est notre dernier 100%. Succès. Faire un réseau de métro léger automatique de 65 km qui va se faire en 10-12 ans. Là, on vient de battre ton exemple d'Athènes. Mais ça date déjà d'une décision qui a été prise en 2015. Ça date déjà d'il y a 10 ans. Là, il y a comme quelque chose de sclérosé actuellement. Il se passe quelques bons trucs en habitation, certains partenaires privés social, je pense à Unité qui construit du logement pour les personnes âgées. Je pense qu'il y a aussi le fonds de solidarité. Oui, qui font des choses intéressantes. Donc, il y a quelque chose, mais oui, la situation n'est pas facile actuellement et on a de la misère à voir la direction que tout ça va prendre. Et moi, je suis profondément inquiet. Je suis la situation depuis toujours. Là, et je le vois, le mur dans lequel on s'en vient. Fait que les Québécois vont avoir des mauvaises nouvelles dans 1 an ou 2. C'est sûr. Là. On ne pourra pas réussir à faire tenir le système dans le contexte actuel avec le système actuel. Alors, on a fait durer le suspense. Je veux quand même qu'on parle de Québec parce que le temps file, puis c'est passionnant comme discussion. On pourrait en discuter longtemps. Tout à fait. Québec, magnifique ville dans laquelle j'ai passé beaucoup de temps. Alors, vu d'ici, c'est soit on est pro troisième lien, soit on est pro tramway. Parfois, il y a des gens qui sont comme « je suis pour les deux ». J'ai encore jamais entendu quelqu'un qui a dit « je suis contre les deux ». Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais il y a pas mal de gens pas mal de gens aussi qui sont tannés. Mais en tout cas, donc, justement, je voulais... Je voulais un petit peu t'entendre là-dessus, d'autant plus qu'il y a des élections municipales qui arrivent bientôt, puisque puis en plus de ça, on a quand même des personnes qui ont des visions diamétralement opposées sur ces questions-là. Je parle des candidats. Alors, selon Vivre en ville, donc, est-ce que, j'imagine que vous avez vous avez publié des mémoires là-dessus. Votre position sur le troisième lien à Vivre en ville, c'est quoi? On est résolument contre. On fait partie de la coalition contre le troisième lien. Quand ce nouveau gouvernement-là est arrivé puis que j'ai fait ma tournée, je nommerai pas de nom, mais j'ai dit, vous savez, notre organisation, on est des gens parlables, on est des gens qui aiment tentons d'améliorer les choses. Je vous le dis tout de suite. Il y a un dossier sur lequel on va être en opposition ferme et résolue, c'est le troisième lien. Parce que c'est un projet pharaonique pour un besoin qui n'est pas si grand. Qui était, d'ailleurs, Mme Guilbeault l'a dit dans sa fameuse conférence de presse d'avril 2023, je me souviens très bien. Hein, je vivais ma best life, moi, là. J'étais là, bon, on a réglé le troisième lien, on va pouvoir avancer. Donc, c'est vraiment un projet qui n'a pas de sens. Et il faut faire avec la géographie dans la vie. Hein. Si ça coûtait 200 millions faire un troisième lien, probablement qu'on le ferait, on se donnerait ça. Mais Québec a une géographie hyper compliquée. Le projet qui est actuellement sur la table, lorsque vous allez voir les premières modélisations et qu'il va y avoir un pont qui va rentrer dans le cap au pied de Céleri, là, à côté, je ne sais pas, vous connaissez le boulevard Champlain, il y a un très bel aménagement. Ça va être juste à côté. Vous allez voir, un trafic monstre. Pas un trafic, mais aussi ça va être quelque chose dans le paysage de Québec. Là. Et ça va transformer le paysage. Et c'est une infrastructure tellement compliqué à faire que de tenter de faire ça juste pour des raisons de
plaire à des gens qui voudraient ça. On fait des fausses promesses et ça ne tiendra pas la route. Et dans l'état des finances publiques, c'est encore plus troublant. Ça ne tiendra pas la route, c'est une belle image. Mais je crois que d'ailleurs, ce gouvernement-là fait probablement une de ses plus grandes gaffes politiques en revenant au lendemain de l'élection dans Jean Talon. Là, je vois un peu sur le terrain politique parce que je le crois sincèrement. Je crois qu'ils n'auraient jamais dû ramener le troisième lien et que ça leur aurait coûté moins cher que de l'avoir fait ce balai-là entre troisième lien, pas troisième lien, demander un rapport à la CDPQ. La CDPQ leur dit non, c'est pas utile de faire un troisième lien, c'est trop compliqué, c'est trop cher. Là, on va aller trouver d'autres partenaires. Mais c'est quand même drôle parce que en plus de ça, le gouvernement a perdu Jean Talon face au Parti québécois qui à la base, et si je ne m'abuse, en défaveur du troisième lien. Donc c'est ça. Alors, ce qui est quand même un peu paradoxal, c'est-à-dire, donc en théorie, si c'était pour ça, ils auraient dû se dire, bon ben, on était right on sur le sujet, donc c'est peut-être pour d'autres raisons qu'on a perdu Jean Talon, pas sur le troisième lien, ou en tout cas la tergiversation autour. Mais là, juste pour bien comprendre, quand vous dites que vous êtes résolument contre le troisième lien dans toutes ses formes, bitube, pas bitube, que ce soit un pont, un tunnel, que ce soit juste pour le transport collectif comme le réclame, comme le propose Pablo Rodriguez au PLQ. Juste en transport collectif, c'est quelque chose qui serait à regarder. Mais ça coûterait aussi cher pareil. Ça coûterait cher, mais c'est moins cher. Il ne faut pas oublier que transport collectif, un des avantages, c'est l'économie d'échelle. Tu n'as pas besoin d'avoir 3 voies de large, tu as besoin juste d'une voie. Mais tu as quand même besoin de creuser. Puis je ne le ferai pas demain matin. Là. Mais excepté qu'il y a la CDPQ aussi, que dans son rapport, il rouvre la porte à un troisième lien en transport en commun de centre-ville à centre-ville. Un peu comme Longueuil au centre-ville de Montréal. C'est un peu l'équivalent. Hein? On s'en passerait plus. Mais on s'entend, Lévis, c'est pas aussi gros que Longueuil. Québec, c'est pas aussi gros que Montréal. Donc, oui, on a une certaine ouverture si c'est uniquement en transport en commun, en raison, mais comme je le dis, à court terme, dans l'état des finances publiques, puis dans l'état de nos infrastructures, je ne pense pas que ça soit une priorité. Mais si un jour on fait quelque chose, ce qui est faisable, c'est aussi technique là, la question. Je ne suis pas ingénieur, mais il n'y a rien d'infaisable. On est allé sur la Lune. Mais des fois, le jeu, on ne vaut pas la chandelle. Donc, s'il y en a un qui est faisable, c'est uniquement en transport en commun. Et c'est basé aussi sur les travaux de la CDPQ, qui sont quand même des experts assez solides là-dedans. Là. Oui. Là, quand on a reçu le maire Marchand, George, bon, je vais te le dire, Christian, il disait pas qu'il était contre le troisième lien, mais disons que je sentais pas un engouement chez lui, donc on va le laisser faire ses propres interprétations et aller sur sa campagne. Il évitait pas mal la question. Moi, c'est pas qu'il l'évitait. Lui, en fait, sa réponse, c'était une autre question. Il était en train de dire, OK, une fois que tu l'as construit, ton troisième lien, puis qu'il arrive à la tête des ponts, il n'y a pas de capacité d'absorption de ce trafic-là. Ouais. Lui, c'est ça qu'il dit. Mais en même temps, il y en a d'autres, parce que je ne veux pas faire... Je ne suis pas directeur de campagne électorale là, pour quelqu'un, là, mais il y en a d'autres aussi qui peuvent dire « Oui, mais Québec, en matière d'approvisionnement, tout ce qui lui vient là, des fermes, tout ce qui vient de Beauce, de Chaudière-Appalaches, etc. Puis d'ailleurs, dans l'est du Québec, il faut que ça rentre par quelque part. Ouais. Alors, c'est quoi la solution? C'est qu'il faut refaire le pont Pierre-Laporte? Il faut mettre du scotch tape dessus? C'est quoi D'abord, le pont Pierre-Laporte est en bon état. Si on l'entretient, il va demeurer en bon état. C'est pas d'avoir un autre pont à côté. C'est comme quasiment, il me faudrait une deuxième maison. Il faudrait quand même investir dedans. Là, oui, il faut investir dedans. Il faut s'assurer. Et ma prédiction, si un jour, il y a un nouveau lien routier qui se fait à Québec, ça va être quelque part dans l'axe du pont Pierre-Laporte, parce que c'est là, c'est pas pour rien qu'il est là, c'est là que c'est le plus mince, c'est là que tu peux aller de plateau à plateau. Donc, si un jour il y a quelque chose qui se fait, là, ça va être autour de ça. Pour l'instant, là, le troisième lien, on n'est plus dans la question de l'expertise des besoins de transport. C'est quasiment rendu un symbole. C'est rendu un symbole dans une bataille politique. T'es pour troisième lien, t'es contre le troisième lien. Tu vas le faire pour vrai ou non. Ce qui compte, c'est que tu dises que t'es pour. C'est montrer de la considération pour les gens qui vivent une partie de la congestion. C'est normal de vivre de la congestion aux heures de pointe. On ne peut pas ne jamais avoir de congestion dans une ville. Aller partout dans le monde, il y en a à peu près partout. C'est une question...
ça fait partie de la vie, cette partie-là. Donc, c'est quasiment rendu un symbole, le troisième lien, malheureusement. Mais je trouve qu'on perd beaucoup d'énergie sur quelque chose qui... Au lieu de s'attaquer à tous les enjeux qu'on parle depuis le début, là, qu'on est en train, encore une fois, de focusser là-dessus, je dois admettre que je trouve ça difficile. Puis c'est pas un beau leg que nous fait ce gouvernement. Et là, si tu gages, toi, est-ce qu'il va y en avoir un de troisième lien un jour? Parce que moi, beaucoup de gens avec qui je parle, là, ils disent il va jamais se réaliser. Personne ne va jamais le faire. Ni ce gouvernement, ni un autre. Non, c'est pas dans un horizon la prochaine décennie, prochaine. Non, c'est trop gros, c'est trop cher, c'est trop compliqué. Et, ils veulent le faire atterrir là, quelque part, l'autre côté. On n'atterrit plus à tête des ponts, là, on atterrit proche de l'autoroute de la capitale, pratiquement. Ça. On sait à peu près pas. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas dans sa forme, particulièrement dans sa forme actuelle, qui est tout aussi compliquée que le bitube, qui est tout aussi compliqué que le plus à l'est. Donc, non, j'y crois pas. Tramway? Est-ce qu'on en a besoin à Québec? J'ai déjà ma réponse, j'imagine, mais je veux l'argumentation surtout. J'ai commencé ma carrière avec le projet de tramway en 2003. C'était... la mairesse Boucher à l'époque? Non, c'était pas la mairesse Boucher, c'était M. Lallier. Jean-Paul Lallier. Histoire, là, c'était Serge Ménard, ancien député péquiste des Transports, qui était allé à Bordeaux, puis qui avait trouvé ça bien pratique. Chez son ami Alain Juppé. Exact. Et qui avait demandé un rapport pour Québec. Et c'est là que ça a démarré. Ce rapport-là, je l'ai encore. Il y a eu un jumelage entre les deux villes. Il y a eu un jumelage, donc ça fait en sorte que depuis ce temps-là, c'est dans l'actualité à Québec. Non, mais je reviens, je veux pas t'interrompre, mais je reviens à ce que je disais tantôt, là. Plus de 20 ans. Ouais. Non, mais c'est ridicule. C'est ça. Non, Québec est rendu là, particulièrement Québec de 2025. Québec de 2025, c'est une ville dynamique, forte progression démographique, construction immobilière vraiment en accélération. Ben oui. Québec est rendu là dans son développement. Ça va être en 2033, on est rendu en 2033 pour la réalisation. On est rendu à 30 ans. Donc, c'est très difficile de faire atterrir ce genre de projet-là. Ça va devenir un symbole de Québec. Québec a besoin de ça. Sinon, on va avoir de la misère à soutenir son développement. Alors, tantôt, George parlait de ces magnifiques vacances. Moi, je pensais que tu étais à la plage. Tu me dis que tu étais dans le trafic. Mais en tout cas, mais il parlait des stations de métro qui ont été bâties en 9 ans seulement à Athènes ou dans la banlieue d'Athènes. Il parle bien sûr de le pays de ses racines, à tout le moins. Là. Moi, je vais parler du mien, qui est le Maroc, très brièvement. Il m'arrive de temps en temps d'y voyager. Écoutez, Christian, là, Rabat, la capitale, et Casablanca ont leur tramway. Tout à fait. Ils sont beaux, ils sont efficaces. J'aurais jamais pensé un instant que dans ce pays, dans le pays dont je suis originaire, j'aurais jamais pensé qu'il y aurait eu une adhésion aussi incroyable. On parle souvent des pays méditerranéens. Là, c'est le cas de la Grèce aussi, un peu l'Espagne, l'Italie. C'est toujours bouillonnant, un peu bordélique, etc. C'est moins carré qu'en Amérique du Nord, comme ici chez nous. Mais, et pourtant, les gens ont adopté ça, puis ça va, c'est beau. Tu le vois passer, tu te dis, tabarouette. Alors, hey, si on l'a fait là-bas, je pense qu'on est capable de le faire ici. Québec a une grandeur parfaite pour le tramway. C'est des villes parfois moyennes. Là. On le voit beaucoup en France, justement, à Bordeaux, Lyon, Dijon, ce type d'infrastructure-là. Ça va aller comme un gant à Québec et on le voit ailleurs. Ça me fait rire. L'autre jour, j'ai une radio de Québec qui disait, qui s'en prenait un peu à nous, ça arrive, qui disait, oui, Vranville sont supposés de vouloir ça, là, une belle ville, là, puis ça va défigurer la ville. Je revenais de Dijon, j'étais allé voir des amis, puis j'avais vu le tramway à Dijon, puis t'es là. Non, mais ça marque bien la ville, en plus d'être un mode de transport efficace. Il y a comme, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'autodestructeur de vouloir dire on ne fera pas le projet. Dans la campagne municipale actuelle, il y a quelque chose que je comprends pas. Il y a 2 paliers de gouvernement qui sont prêts à mettre des milliards dans ta ville.
toi, là-dessus, tu vas payer peut-être un 5 % là, et tu dis que tu ne veux pas tout cet argent-là dans ta ville, c'est quelque chose qui me surprend vraiment beaucoup parce que le projet est avancé. Là. Il y a des chantiers un peu partout à Québec. Là, on est rendu à quelques centaines de millions déjà dépensés. On va gaspiller ça. C'est assez surprenant, puis j'ai de la difficulté à comprendre ce positionnement. Mais alors, avant de parler de l'alternative, parce que je veux quand même être un peu fair dans la discussion, juste avant l'alternative... Mon Dieu, je pense que j'ai perdu mon morceau, mais en tout cas, alors allons-y sur l'alternative. L'alternative, c'est M. Hamad. Oui. Parce que le projet de tramway, ça a été celui de Régis Labaume, là, qui en avait parlé beaucoup. Puis finalement, au début, il n'était pas favorable, M. Labaume. Il n'était pas favorable, il a fini par être favorable. Puis à un moment donné, on voulait un SRB. Mais lui, fondamentalement, quand il s'était mis dans la tête que c'était un tramway que ça prenait, il restait là-dessus. Bon, il faut croire que le fruit n'était pas mûr. Il faut dire que c'était aussi une période de rigueur budgétaire qui faisait en sorte que Régis Labaume n'a pas eu la chance de concrétiser le projet qu'il voulait lancer à tout le moins avant de partir. Il a quand même marqué la ville de Québec, Régis Labaume. Mais alors, son successeur, Bruno Marchand, visiblement, est en train de mettre ça en place. Bon, là, de l'autre côté, on a Sam Hamad qui veut devenir maire de Québec. Lui, il dit... On n'a pas besoin d'un tramway, ça prendrait un SRB. Alors, peux-tu nous expliquer, parce que honnêtement, je ne suis pas capable de l'expliquer, mais peux-tu nous expliquer qu'est-ce que le tramway aurait de mieux qu'un SRB si ça va faire à peu près la même chose sur un tracé à peu près similaire, mais qui va coûter beaucoup moins cher? On en a parlé de Tachereau tantôt, où on disait peut-être qu'un SRB, c'est une première étape vers un tramway. Alors, pourquoi Sam Hamad n'aurait pas raison? Et là, je te demande pas ni de le planter, ni de le... Non. Il n'est pas le seul candidat là, c'est pas le seul. À repousser le tramway, mais quand même, il y a des enjeux. D'abord, il faut dire que le projet est démarré avec le tramway. Donc, il y a des contrats. Il y a un contrat là, entre le gouvernement du Québec, la Ville de Québec, entre le gouvernement du Québec, la CDPQ. Il y a déjà des centaines de millions investis. Défaire ces contrats-là ne se fera pas à somme nulle. Là. Il y a des travaux qui ont commencé. Il y a des travaux qui ont commencé. Boulevard Laurier, là, j'ai vu. Boulevard Laurier, il y a des déplacements d'infrastructures, il y en a des travaux et ça va s'accélérer, surtout particulièrement l'été prochain. Donc, d'abord, c'est démarré. Donc, la première chose qu'il faut dire, c'est reculer sur un projet qui est démarré. On n'est plus juste aux études, là. C'est vraiment démarré. D'ailleurs, bonne nouvelle, il y a beaucoup de propositions. Ils ont reçu beaucoup d'offres par rapport quand ils ont fait l'appel d'offres. Les appels d'offres. Les appels d'offres. De soumissionnaires. Ils ont reçu beaucoup de soumissionnaires, c'est ça. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Pendant la pandémie, il n'y avait pas de soumission, c'était le bordel. Donc, ça, c'est démarré. Un SRB, ça n'a pas la même capacité qu'un tramway et ça ne s'insère pas dans la ville de la même manière. Donc, d'arriver, et à titre d'exemple, par rapport au boulevard Tachereau, les métrobus actuels qui sont devenus à saturation. Le boulevard Tachereau, il y a encore... les bus sur le boulevard Tachereau ne sont pas aussi pleins que les métrobus à Québec. Non, c'est sûr. Donc, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'un SRB, c'est presque autant de troubles qu'un tramway sans avoir un tramway. Donc... Mais ça coûte moins cher. Ça coûte... En principe, si tu veux que ta plateforme soit prête, ça coûte quand même assez cher. D'ailleurs, sur Tachereau, je trouve que les chiffres étaient un peu bas. Selon moi, ça va coûter un peu plus cher, mais ça vaut la peine. Et ça prend plus de place. Hein? Un tramway, c'est sur des rails. Ça prend une emprise moins large. C'est un détail. Mais si tu veux que ton SRB soit vraiment aussi efficace que ton tramway, il faut que tu aies une emprise plus large. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses des expropriations. Il va peut-être falloir que tu coupes plus d'arbres. Il y a un débat sur des arbres qui sont coupés en Haute-Ville là, pour le tramway. Il y a des détails des fois, là, mais c'est beaucoup plus compliqué que juste dire « Ah, je vais faire un SRB à la place d'un tramway ». À la fin, ta différence de coût, là, c'est beaucoup le matériel roulant. Québec a déjà les chiffres qui justifient un tramway. Ça sert un peu à rien d'aller au SRB, ne pas passer au palier supérieur immédiatement. Donc, il y a et le projet est attaché. On va tourner en rond, dire qu'on défait tout ce qui a été fait là. Ça veut dire que tu vas rechercher un financement au fédéral, parce que le fédéral, lui, a signé pour un tramway, il n'a pas signé pour un SRB. C'est ça. On ne parle plus de 2033, là, on parle de 2040, hein, George? Donc, c'est vraiment arrêter un train en marche. Et c'est ça qui est
pire, selon moi. Un train en marche. Hey, t'es bon dans les images. Le troisième lien qui tient pas la route. Arrêter un train en marche, j'en raterai pas une. C'est bon. Non, mais écoute, je comprends ça. En même temps, tu comprends que j'essaye aussi de faire un peu l'avocat du diable parce que tu as envie de retourner toutes les pierres quand même pour savoir. Tout à fait. C'est difficile nécessairement de savoir ce que les gens à Québec veulent vraiment. On va le savoir en fait avec l'élection fondamentalement. Mais en même temps, il y a eu une élection fédérale. Et la région de Québec a donné un 3e député au Parti libéral du Canada. Tout à fait. Donc, ça veut peut-être dire aussi qu'il y a un... Enfin, ça veut dire. Je ne sais pas si ça veut dire. Mais on peut croire que potentiellement, la position pro-tramway, elle n'est pas complètement rejetée à Québec. En tout cas, ce serait peut-être faux de le penser. Moi, je crois que s'il y avait eu moins de chicanes autour du tramway, là, puis s'il y avait eu une adhésion forte de la part par exemple, de la CAQ qui a soufflé le chaud et le froid, et ça, je veux le donner quand même au premier ministre Legault. Je pense pas que c'est Je pense pas que c'est le caucus de la région de Québec qui a défendu le tramway. Je pense que c'est vraiment le premier ministre qui s'est dit que la capitale nationale du Québec avait besoin d'une infrastructure de transport lourde. Et ça, je veux lui donner parce qu'il a tenu le cap. Puis ça va être un de ses legs. Mais assurément. Parce qu'à Québec, il n'en avait pas, effectivement. Assurément, ça il faut vraiment lui donner. Mais s'il y avait eu moins de chicanes, si on avait fait moins un objet de politique, l'adhésion serait plus forte. Les gens de Québec, c'est vrai qu'ils sont tannés d'entendre parler de tramway. Et donc, ça fait en sorte qu'ils sont un peu de mauvaise humeur lorsque tu leur en parles parce qu'on leur en parle depuis tellement longtemps. Le jour que ça va être démarré, le jour que ça va être vraiment sur les rails, effectivement, il n'y aura plus de débat si des candidats pro-tramway l'emportent aux élections municipales. À la fin, là, ça va aller. Il y a des choses, des fois, qui sont viscérales. Je ne pense pas que l'opposition au tramway est viscérale à Québec. Je pense que, par contre, ce qui est viscéral, c'est que les gens sont tannés. Ils sont écœurés. Alors, peut-être une dernière petite question sur le tramway à Québec. Alors, évidemment, on parle de transport, on parle de mobilité, on parle de fluidité. Oui. Mais le tramway, est-ce qu'on peut dire que c'est quand même plus qu'une question de transport? Que ça veut dire que sur le tracé, peu importe le tracé, puis moi, je suis pas... Alors oui, j'ai vécu un petit peu à Québec, mais pas au point de dire que je suis capable de comprendre tous les tracés, puis lequel des tracés est meilleur que l'autre, etc. Là, mais grosso modo, là où passe un tramway, c'est des endroits où on peut construire du logement s'il n'est pas déjà là. J'imagine qu'il y a des commerces qui vont ouvrir. J'imagine qu'il y a une stimulation économique quelconque. Je ne peux pas croire que ça ne vient pas avec des retombées. Donc, des retombées qui pourraient venir d'une certaine manière atténuer son coût parce qu'il est cher. Oui, ça fait des retombées très importantes. Peut-être pas à court terme, mais à moyen long terme. Juste la construction. La construction, ça fait des retombées économiques. C'est des gens qui travaillent, c'est des produits qui vont être achetés. C'est sûr que ça a une stimulation uniquement à la construction. Je veux dire, ça va être un projet. Là, la Ville de Québec n'aura jamais eu un aussi gros projet. Là. Donc, ça, déjà, là, c'est meilleur. Mais c'est sûr que ça structure le développement urbain, ça stimule l'immobilier autour de la ligne. Il y a déjà des projets qui commencent à se construire au Québec et dans leur publicité, ça va être à 400 mètres d'une future station de tramway. Ça commence et c'est pour ça que c'est important pour l'avenir de Québec parce que vu que Québec est dynamique, il arrive plus de monde, puis si on ne veut pas que ça se transforme trop en congestion, il va falloir que les gens aient des options de transport. Et donc, vraiment, ça va stimuler un immobilier qui va être différent d'un immobilier plus en mode étalement urbain, très dépendant de la voiture et qui va rajouter de la congestion sur Henri IV, sur de la capitale. Là, ça va être quelque chose un peu plus tourné autour du transport en commun et c'est rendu, Québec est rendu là. Et ça va être bon pour l'économie de Québec, puis ça va en faire... Il faut regarder Québec, là, aller, là. Elle a beaucoup de force comme ville, puis je pense que le tramway, ça va permettre de passer à l'autre niveau. Là.
On a pris beaucoup de temps. Mais avant qu'on... T'as une autre question? Moi, j'ai une dernière question, mais non, mais vas-y, parce que là, je démonopolise l'échange. Moi, c'est plutôt un petit exercice là, qu'on peut faire. On va noter les villes. Là. Mais vas-y. OK, mais alors moi, ma vraie dernière question, et je vais t'emmener sur quelque chose. En fait, je vais revenir sur cette question-là, sur le logement, mais tu vas voir où est-ce que je m'en vais, puis c'est pas une question logement spécifique. Moi, j'ai entendu un premier ministre du Québec et certains de ses ministres dire que la crise du logement, c'était parce que le Québec recevait, disons-le comme ça, trop d'immigrants. Puis, je n'essaye pas de coller quelques images que ce soit parce que moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça quand on est de mauvaise foi puis qu'on essaye de se coller des étiquettes puis des choses, etc. On va laisser ça à d'autres. Mais je trouve quand même que c'est important d'en parler parce que les questions démographiques touchent les villes, puis vous agissez un peu vous œuvrez dans le monde municipal. Puis on a beaucoup dit que la crise du logement était due à ça. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'immigrants à Gaspé. Je suis pas sûr, et j'adore, qu'il y ait beaucoup d'immigrants à Kamouraska, que j'adore encore plus. Comment je veux dire, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'immigrants dans plusieurs villes où il y a une crise du logement. Je peux comprendre que dans des villes comme Montréal, il y a une pression qui peut se faire avec l'arrivée de familles. C'est mathématique. Donc on peut pas nier ça. Mais d'attribuer la crise du logement à l'arrivée d'immigrants, au-delà de ce qu'on pense de l'immigration, c'est-tu bon, c'est pas bon, on enlève ça. Mais c'est-tu vrai selon les études et les mémoires que vous avez montées avec vos partenaires? Il y a une certaine reconnaissance que, par exemple, une immigration plus forte d'un coup peut aggraver une crise, mais ce n'est pas la cause de la crise. Il y a une reconnaissance, la Banque nationale le dit, il y a des think tanks qu'on ne peut vraiment pas qualifier d'anti-immigration qui ont dit peut-être que ça a eu un effet d'aggraver l'offre et la demande. C'est mathématique. C'est mathématique. Ben oui. Mais est-ce que c'est à la base de la crise de l'habitation? Non. La crise de l'habitation s'est bâtie depuis 30 ans. On l'a bâti en négligeant beaucoup trop le secteur. Et ce n'est pas l'immigration qui l'a causé. Ça l'a peut-être aggravé dans certains cas, mais très bon exemple, il y a des villes qui n'en ont pratiquement pas d'immigration et qui subissent la crise du logement parce que les ménages qui se créent, c'est des fois des ménages, comme je l'ai dit, des personnes âgées, des personnes qui divorcent, l'arrivée d'étudiants, peu importe. La base n'est pas l'immigration. En matière d'immigration, c'est comme n'importe quelle politique publique. Il faut de la prévisibilité. La démographie aurait pu grossir autrement. Admettons qu'on avait une natalité très forte dans les 30 dernières années. Exactement. Le bonhomme qui a 30 ans aujourd'hui aurait quand même pas trouvé de logement. Il serait sans doute dans le sous-sol de Poilièvre. Non, mais tout à fait. Donc c'est trop court de dire. Il peut y avoir une certaine aggravation, surtout quand ça vient par coup. Mais somme toute, c'est pas à la base. C'est une crise qui a été concoctée depuis 30 ans parce qu'on a sous-investi, parce qu'on n'a pas assez construit, parce qu'on ne s'est pas occupé des coûts de construction. C'est ça la base de la crise de l'habitation. Puis pour s'en sortir, il va falloir s'attaquer à ça. OK, on va, juste pour terminer un peu, un exercice un peu le fun, là. J'ai pensé à ça durant l'épisode, puis encore là, on veut éviter de vous amener dans la politisation. Là, on n'est pas pour ou contre aucun maire ou administration, mais juste en termes de ce qu'on vient de parler, là, logement, habitation, mobilité, construction, les coûts, etc. On va prendre les grandes villes, puis vous donner une note là, de 0 à 10. Là, vous voulez que je donne une note? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Selon ce que vous avez proposé, ce que l'on vous voyez, selon... c'est un peu généralisé, là, mais bon, on va laisser Montréal en dernier. Commençons par les plus petites villes, là, genre Gatineau. Gatineau, c'est une grosse ville. Hein?
Ouais. Au Québec, c'est une grosse ville. Ouais. Oui, c'est quand même de manière générale. Ouais. De 0 à 10. Hey, je peux pas répondre à ça parce que j'ai une ancienne employée, Catherine, bonjour Catherine, qui est devenue conseillère municipale. Et là, je vais perdre une amie si je réponds à ça dans un sens où les gens vont m'accuser de favoritisme. C'est pas facile. Il se passe des bonnes choses à Gatineau. Ils m'invitent souvent sur des comités, des choses comme ça. Je pense que c'est une administration quand même intéressante. C'est un exemple à suivre sur certaines choses. Ils ont débloqué beaucoup de projets en habitation. C'est intéressant ce qui se passe. Donc, mais c'est difficile que je puisse donner une note. OK, parfait. Bref, ça dépend. Laval. Laval, ça va bien. Ça, je peux qualifier, c'est correct ça? Ouais. Je trouve qu'il y a des belles choses qui se passent à Laval. Bon bilan, accélération de beaucoup de projets d'habitation. C'est construit à peu près autant d'unités d'habitation à Laval qu'à Montréal. Pourtant, c'est des villes d'ampleur différentes. On sait, d'ailleurs, en urbanisme, beaucoup d'innovation pour construire. Puis je trouve que ce qui se passe autour du métro Montmorency, ça va devenir très intéressant très bientôt. Donc, puis ils essayent d'innover puis de faire les choses différemment. C'est intéressant. Longueuil. Longueuil, ben, ça, il y a quelque chose que j'aime de Catherine Fournier qu'il faut mentionner, c'est un certain leadership pour soulever des enjeux. J'ai adoré, je dois admettre, ses sorties sur les infrastructures. Tout le monde le pensait, tout le monde le disait. Mais ça restait Pas assez fort. Pas assez fort et elle a utilisé sa notoriété, sa tribune pour parler de ça et ça va devenir un sujet incontournable. Puis le gouvernement du Québec, donc là-dessus, très intéressant, là, beau leadership par rapport à ça. Québec? Québec, encore une fois, beaucoup de courage au niveau de la mobilité active. J'ai déjà fait un bilan. Beaucoup de courage au niveau de la mobilité active. Tu sais, les fameuses pistes cyclables, là, c'est encore à Québec, c'est encore plus controversé. On en a fait sur le chemin Sainte-Foy. Le service à vélo qui est vraiment qui est l'équivalent de Bixi, qui fonctionne très bien. Et ça prenait quand même pas mal de courage. Je trouvais ça intéressant. Très proactif au niveau de l'habitation et ce qui est intéressant, c'est qu'ils font vraiment attention pour que ça soit situé près du futur tramway et non pas un peu partout, n'importe comment, construire pour construire. Donc, il y a une belle cohérence et je dois admettre que la défense du projet de tramway par le maire Marchand a quand même été exemplaire. Là, avant que ça arrive à Montréal. Ouais. Avant que tu arrives à Montréal. Victoriaville, parce que il y a quelqu'un que je connais, là, Victoriaville. Je veux savoir comment ça se passe. Je dois quand même... on travaille beaucoup avec la ville de Victoriaville. Quand je dis que je travaille avec Victoriaville, c'est vraiment... très bien. C'est une ville... J'y étais. Ma blonde est de Princeville. Ah, OK, c'est juste à côté. Maintenant, ça fait partie de... Non, c'est à côté. C'est à côté, mais c'est Dalrymple qui est mais pour la petite histoire, j'ai vécu 2 ans à Victo. Je jouais avec les Vulcains de Victoriaville au football. Bonjour Victo. Et donc, vraiment, dans les villes moyennes québécoises, c'est un de mes coups de cœur. Beau centre-ville, politique de densification du centre-ville, construire par-dessus les stationnements. On pourrait se dire, petite ville de 30 000 habitants, on va faire de l'urbanisme durable. C'est pas très important. Non, vraiment une ville très, très proactive. Tu vois, parce qu'on attend encore Antoine Tardy pour venir à notre podcast. Alors, Antoine, si tu nous écoutes, on veut t'entendre. En plus, tu te représentes pas, fait que tu vas pouvoir nous dire tout ce que tu as à nous dire. On s'entend très bien avec le maire. On a travaillé ensemble sur plusieurs dossiers. Donc, Et finalement, Montréal? Montréal, comme je l'ai dit, ce qui est intéressant, je l'ai dit, j'avais déjà fait un bilan il y a 4 ans, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne marche pas en habitation, il ne me semble pas être à prendre la pleine mesure de l'enjeu. Ce qui est intéressant, c'est que je trouve que depuis 1 an, ça se replace. Des densités accordées pour construire, pour que les promoteurs puissent aller de l'avant, certaines remises en question de règlements qui faisait en sorte que ça stoppait un peu la construction. Donc, ça, je trouve ça très important parce que Montréal, c'est la locomotive du Québec.
à chaque fois qu'il se construit une unité d'habitation à Montréal, c'est une bonne nouvelle pour l'environnement. Hein? À Montréal, les gens se déplacent moins, prennent le transport en commun, se déplacent moins en voiture. C'est une bonne nouvelle quand Montréal se développe, puis c'est une bonne nouvelle pour le Québec quand Montréal va bien. Donc, j'aurais été peut-être un peu plus critique en matière, par exemple, d'habitation il y a 4 ans. Je trouve que ça va mieux. Et somme toute, un des bilans de Valérie Plante, c'est qu'il y a des choses qui ne pourront pas revenir derrière. Et je pense que Montréal est une plus belle ville qu'elle l'était il y a 8 ans et qu'elle était il y a 30 ans. Souvenez-vous du boulevard René Lévesque qui était des terrains vagues partout. Vraiment, il y a quelque chose qu'on vit dans notre quotidien. On est tanné des travaux. Je sais, nous, on est au centre-ville, nos bureaux, là, il y a des travaux continuellement. On est tanné des travaux, nous autres aussi, à vivre en ville. Mais somme toute, je regarde la place publique devant chez nous, le verdissement de la ville, quand même, il y a quand même beaucoup de choses d'intéressantes qui se sont faites. Donc, Montréal ne pourra pas redevenir le Montréal qui a 8 ans. Donc, je pense que ça, on peut l'accorder à l'administration de Valérie Plante. Excellent. Salim? Ah non, là, regarde, sinon je suis parti sur une autre heure. C'est des sujets passionnants. Mais oui, mais déjà, sincèrement, je pense même que c'est notre épisode le plus long. Un des épisodes les plus longs, oui, effectivement. Donc, c'est parce qu'il y avait beaucoup de choses à discuter. Mais Christian, merci de ta visite. Merci à vous. Chez nous, là, politiquement parlant. Parce que c'est parfois... c'est sûr que c'est des sujets où tu dois rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Disons que les gens sont souvent plus dans le côté politique, qui est contre qui gagne qui. Mais il y a derrière qui fait quoi, comment, pourquoi. Il y a tout ce travail qui se fait sur le terrain. Vous êtes sur le terrain. Alors merci d'être venu nous l'expliquer. Encore merci de l'invitation. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Encore une fois, un petit rappel d'aller nous suivre sur YouTube, sur les plateformes audio et sur les réseaux sociaux. Un grand merci. On a une semaine quand même chargée. Salim, on a encore d'autres épisodes qui vont venir. Vous êtes chanceux cette semaine, donc allez, abonnez-vous, allumez les alertes là, pour savoir s'il y a quelque chose de nouveau qui tombe sur tous les réseaux. Un grand merci et on se voit très bientôt là, avec un tout nouvel épisode. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir.